Si tu connais déjà mon podcast, tu sais très bien qu'ici, je n'ai pas peur de parler de sujets corsés. Le balado corsé, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est l'espace où est-ce qu'on parle de coparentalité. Que tu sois en couple, que tu sois séparé, que tu sois en famille recomposée, tu vas clairement trouver une astuce pour être capable de mieux communiquer avec ton coparent. Si tu es un intervenant ou un juriste, eh bien, tu vas aussi trouver du contenu fort pertinent pour, je te le souhaite, être en mesure de pouvoir accompagner encore mieux tes clients. Dans tous les sphères, tu trouveras sur mon site Internet formations, webinaires, accompagnements qui te permettront d'aller approfondir des fois du contenu que tu vas retrouver sur mon podcast. Je te souhaite un bel écoute parce que j'y mets tout mon cœur et ma passion, alors j'espère que tu vas avoir un épisode aussi agréable que moi j'ai à les faire. Hey, salut! J'espère que je te trouve dans une belle période. Si c'est pas le cas, ben je t'envoie de l'amour, je t'envoie du réconfort, je t'envoie de la douceur pour être en mesure de passer à travers ce moment peut-être plus difficile. De mon côté, ça va. J'arrive bien et j'ai hâte que vous écoutiez en fait l'épisode d'aujourd'hui parce que je le trouve extrêmement important. Je reçois Mélanie Lapierre, qui est une coordonnatrice, en fait, chez Suicide 02, ici au Saguenay. Bien entendu, les organismes pour le suicide et pour les endeuillés, c'est partout à travers le Québec avec le 1866 appel. Donc, c'est sûr que si vous vivez une situation, si vous êtes inquiet pour un proche, n'hésitez pas. Ne vous gênez pas. Vous ne dérangez jamais les intervenants qui sont présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Que vous pouvez contacter pour aller chercher de l'aide, de l'information. Des fois, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas comment aborder les choses. Si tu ne vis pas cette situation, puis là, tu m'écoutes, puis tu te dis « Ah, mais je n'écouterai pas l'épisode, moi, je ne vis pas ça. » Premièrement, tant mieux. OK? Parce que si tu ne vis pas cette situation-là, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, à ta minute, c'est pas une raison pour ne pas l'écouter. Parce que, pour vrai, je te souhaite que jamais ça arrive. Mais le suicide est beaucoup plus présent qu'on peut le croire. Et c'est sûr que avec tout ce qu'on a traversé dans les dernières années, avec la pandémie, le post-pandémie, la santé mentale est au cœur, en fait, des discussions, bien entendu, ministérielles et tout ça. Ça a toujours été, mais avec la pandémie, ça n'a jamais été autant. Et on ne sait pas, en fait, quand est-ce que ça peut frapper. T'sais. On ne sait pas quand est-ce qu'une personne peut avoir des idéations suicidaires ou de vouloir faire une tentative de suicide. Et ça, à n'importe quel âge. Le suicide, ça peut arriver très tôt dans la vie d'un individu. Oui, même chez les enfants. Donc, c'est sûr qu'avec Mélanie, j'aborde le spectre, en fait, du suicide, de l'enfance à l'âge adulte. On va la recevoir, je vous le dis tout de suite, parce que je veux qu'on creuse la question de l'enfance. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit pas? Ça va vous mettre à jour, ça va vous donner des stratégies. Si tu es un collègue, qu'est-ce que je dis à ma collègue? Comment j'aborde le tout? Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? C'est quoi les services? C'est quoi les options qu'on a? Si on est un endeuillé, si on est un tiers, une personne proche, Mélanie a été extrêmement généreuse de son contenu, de nous donner plusieurs stratégies, de nous aborder le sujet en long et en large. Donc, il est pertinent, même si tu ne le vis pas, ça peut te permettre justement des fois, c'est de sauver une vie. Okay? C'est aussi fort que ça. Alors, je te souhaite un bel écoute et je t'invite à me faire un feedback sur mes réseaux sociaux. Donne-moi de la rétroaction, viens me parler, j'adore ça quand vous faites ça. Donc, sur mes réseaux sociaux, sur Cynthia Girard, Psymed, Instagram, Facebook, venez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous lire et mais qu'on se raconte des affaires. Je trouve ça le fun quand vous prenez le temps de m'écrire. Alors, bien sûr, ça va me faire plaisir de vous répondre aussi. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Équilibre tes relations. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Lapierre. Bonjour. Bonjour. Tu es coordonnatrice au service collectif pour les centres de prévention de suicide de 02 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Exact. Tu as été longtemps intervenante, pendant plus de 15 ans.
Oui, je suis intervenante là, dans le milieu de la relation d'aide depuis tout près de 15 ans et je travaille pour le Centre de prévention du suicide là, depuis 2011. J'ai pu toucher évidemment là, à l'intervention autant auprès des gens en détresse que des personnes endeuillées également. Absolument. Les centres de prévention de suicide à travers le Québec, leur mission, prévention, ouais. Post-vention lorsqu'il arrive un décès, décès, formation, sensibilisation, est-ce qu'il y a autre chose? C'est assez large ce qu'on fait dans les centres de prévention du suicide. Évidemment, l'objectif général sera de prévenir le suicide, on l'aura compris, mais prévenir le suicide, c'est autant par, oui, des interventions directes auprès des gens qui sont en détresse que d'informer la population sur qu'est-ce que c'est la problématique du suicide, c'est quoi les signes précurseurs, c'est quoi les services qui existent, former les professionnels de la santé et des services sociaux aussi pour qu'ils utilisent les bonnes pratiques en prévention du suicide, en intervention. C'est assez large. Donc, dépendamment de dans quel centre de prévention du suicide on œuvre, il y a une gamme de services qui est associée là, à la prévention du suicide, autant au niveau de la prévention, de la formation et de l'intervention. Les services qu'on connaît le plus, j'ai tendance à penser, c'est vraiment la ligne d'aide, en fait, qui est 24 heures sur 24. On peut parler avec un intervenant, justement, qu'on soit nous-mêmes aux prises avec des idéations ou justement des pensées suicidaires, qu'on ait des comportements suicidaires, mais on peut être aussi un proche qui s'inquiète, on pourrait appeler, ou un endeuillé. Ou un endeuillé. Puis le spectre est large, encore une fois. Et nous, quand on parle de prévention du suicide, exact. N'importe qui se pose la question bon, est-ce que cette personne-là pourrait penser au suicide parce qu'elle m'inquiète ces temps-ci? Est-ce que, juste pour donner un exemple, là, dernièrement, il y a eu le documentaire concernant Gaétan Giroir, qui est un journaliste à JA qui s'est enlevé la vie. Bien, ça se pourrait que ça amène des questionnements chez la population. La ligne 1866 appelle, elle est là aussi pour ça. Puis pour des personnes qui vivent de la détresse, c'est autant, je vois pas bien ces temps-ci, je sais pas à quel point je suis en détresse, mais une fois de temps en temps, je me dis que ça serait peut-être mieux si j'étais pas là. J'ai des flashs. J'ai des flashs. Ça s'adresse à eux aussi, cette ligne-là. Absolument. Autant qu'une personne qui pense à mettre fin à ses jours dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Absolument. Même chose pour les personnes en deuil à la suite d'un suicide, que ça fasse 2 jours qu'on soit en deuil à la suite d'un suicide ou que ça fasse 20 ans. Si on a encore des choses à partager, à ventiler, à exprimer sur ce deuil-là, bien, la ligne 1866 appel, elle est disponible pour ça aussi. Puis un proche d'une personne en détresse, pour nous, ça aussi, c'est large comme spectre. Ouais. Nous, on dit toute tierce personne qui est autour d'une personne en détresse. Ça peut être un professionnel de la santé, ça peut être un collègue, ça peut être... j'ai vu un message passer sur Facebook de quelqu'un qui n'est pas tellement mon ami, mais ça m'inquiète. Donc, c'est vraiment là, un large éventail là, de personnes qui peuvent utiliser la ligne 1866 appel. Tellement. C'est tellement un organisme que sa place, qui est nécessaire, qui est généreuse de son offre, justement. C'est ça que je trouve vraiment intéressant. Vous avez... En fait, dès qu'il y a quelque chose entourant le suicide, tu es à la bonne place. Exact. Ouais, tu poses même pas de questions. Pose-toi pas de questions, appelle, puis au pire, on va te référer. Parce qu'on est un organisme communautaire. On travaille avec d'autres organismes communautaires aussi. On travaille en partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux également. Puis ça, c'est vrai pour l'ensemble des centres de prévention du suicide au Québec. Si jamais quelqu'un téléphone sur la ligne 1866 appel, puis que son besoin n'est pas relié à ce que nous, on peut offrir comme service, on va regarder vers où on peut envoyer cette personne-là. On ne la laissera pas seule. Absolument. Parce que on peut vivre tellement de choses avant d'avoir des idées suicidaires. C'est aussi ça, faire de la prévention. Absolument. C'est que même si je n'ai pas d'idées suicidaires, en ce moment, je ne vais pas bien, mais ce que je vis, c'est de l'anxiété, ben, on va trouver quelle ressource peut t'aider. Parce que dans le fond, tous les facteurs de risque, dans le fond, associés à potentiellement pouvoir se rendre ou avoir des idées suicidaires, ben, vous allez pouvoir justement référer. En tout cas, moi, quand j'étais bénévole là, j'ai appris énormément sur les organismes communautaires. C'est pas pour rien que je fais cette émission-là, c'est parce que je crois énormément, en fait, aux organismes communautaires puis à la santé mentale. Oui, puis c'est très peu connu, les organismes communautaires de la population en général. Puis si on parle de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est plus de 200 organismes communautaires qu'on peut répondre à divers besoins, souvent avec des listes d'attente moindres puis avec des coûts moindres aussi. À travers le Québec, quand tu me parles, mettons, de 200 organismes communautaires au Saguenay, comparativement ailleurs au reste du Québec, est-ce
est-ce que c'est beaucoup d'organismes, pas beaucoup d'organismes, en fonction de sa population, bien entendu? C'est en fonction de la population, vraiment. Donc, ce qui veut dire, si on pense à des régions plus au niveau, comme par exemple Montréal, beaucoup plus d'organismes communautaires, mais un territoire qui est beaucoup plus grand aussi, puis une population qui est beaucoup plus grande, puis des problématiques des fois qui sont différentes aussi, des problématiques qui sont plus de région. C'est sûr que si, par exemple, on pense davantage au nord du Québec, moins de population, moins d'organismes communautaires, moins d'accès aux services aussi, des fois au niveau lié aussi à la distance. Exact. C'est ça, exactement. Donc, je dirais qu'on est assez... dans la moyenne, on a quand même beaucoup d'organismes communautaires pour la région. En même temps, ben, il pourrait y avoir de la possibilité encore pour beaucoup d'autres. Absolument, mon Dieu, vraiment. Je veux pas qu'on en parle pendant tout le temps, mais bon, il est arrivé quelque chose il y a quelques années. C'est la COVID. Comment ça l'a amené un avant et un après pour la réalité du suicide au Québec? Bien, actuellement, ce qu'on voit, nous, dans les statistiques, il faut savoir là, que les statistiques en prévention du suicide, on les a toujours un petit peu décalées. Donc là, les dernières statistiques qu'on a, c'est pas 2021 à 100%, c'est pas 2022 à 100%. OK. Ce qu'on remarque présentement au niveau de la tendance, si on parle uniquement là, au niveau des idées suicidaires, des tentatives de suicide, des suicides complétés, il n'y a pas eu plus de suicides complétés depuis la pandémie. Par contre, il y a eu vraiment un changement au niveau de la détresse. Puis ça s'explique vraiment, évidemment, pas tant au niveau du virus en tant que tel, mais de tous les impacts que ça a eu, cette pandémie-là. Donc, tu sais, l'isolement, les problématiques au niveau des finances, au niveau des relations aussi, hein, parce que il y a beaucoup de couples que ça a pu générer des difficultés, beaucoup de séparation, la violence, etc. Fait que c'est un peu tout, tous les effets secondaires de cette pandémie-là là, qui a amené plus de détresse. Absolument. En même temps, on voit aussi le parallèle que les gens, depuis la pandémie, utilisent beaucoup plus les services d'aide. Il y a eu beaucoup de promotions des services d'aide au niveau de la santé mentale, c'était important. C'était le temps d'ailleurs. C'était le temps d'ailleurs, évidemment. Fait tu sais, ça l'a quand même donné un coup de pouce au sens où même si l'augmentation de la détresse, elle est là, puis on la ressent collectivement, il y a quand même beaucoup plus de gens qui utilisent les services d'aide. Ce qui mène probablement au fait que il n'y a pas nécessairement d'augmentation au niveau des suicides complétés actuellement, mais au niveau des idées suicidaires, des tentatives de suicide, là, on voit quand même une augmentation. Surtout au niveau de certaines catégories d'âge là, qu'on ne voyait pas nécessairement là, ressortir du lot tant que ça, là, entre autres au niveau des jeunes. Et c'est ça, c'est ça. C'est les jeunes, en fait, qui ont été... les jeunes filles... Plus tôt? De plus en plus tôt ou comme adolescence? Bien, c'est vraiment le 12-17 là, qui ressort le plus actuellement, principalement les jeunes filles. Fait que là, à l'heure où on se parle actuellement, il n'y a pas tant non plus de développement au niveau des recherches, au niveau des études qui sont faites. C'est trop récent. Mais au niveau vraiment des statistiques dans le réseau de la santé des services sociaux, on voit vraiment qu'il y a eu une augmentation à ce niveau-là. Absolument. Chez les adolescents, c'est la phase identitaire où tu as besoin de connexion sociale, d'appartenance à ton groupe. Puis là, pas d'école, pas de sortie, pas d'amis, pas... C'est comme... C'est sûr qu'ils ont été... Au niveau développemental, ça a été très, très difficile. On est venu affecter leur développement directement. Là. Ben, la COVID, là. Mais puis tout ce qui s'est passé avec ça. Les effets secondaires. Tu as nommé à quelques reprises suicide complété. Et j'aime bien sûr entendre ça parce que je réagis toujours fortement quand on va dire réussi. Il a réussi son suicide ou il s'est manqué. Pourquoi on ne peut pas dire ça, Mélanie? Pourquoi on doit parler de suicide complété ou non complété? C'est ce que ça insinue en arrière de la façon qu'on le dit. Parce que, tu sais, on sait que les gens qui disent suicide réussi ou suicide raté, c'est pas mal intentionné. Non. C'est dans la façon de nommer les tentatives de suicide. Absolument. C'est maladroit. C'est maladroit, exactement. Puis nous, ça fait partie de notre cheval de bataille aussi, là, de sensibiliser les gens à comment on utilise les bons mots pour parler de cette problématique-là, qui est un drame vécu par la personne en détresse puis par l'entourage. On va parler de suicide complété lorsqu'une personne décède. Pourquoi on ne dit pas réussi? C'est parce que derrière le mot réussir, c'est une victoire. C'est comme si on disait à la personne, félicitations, tu as réussi à t'enlever la vie. C'est ça. Mais c'est pas ça qu'on veut, puis c'est pas ça que personne veut. Au même titre que quand une personne ne décède pas, on parlera pas de suicide raté, parce que là, c'est comme lui dire, voyons, mais pas. Mais plus d'efforts la prochaine fois. Ben, tu sais, voyons. Mais non. Fait qu'on va parler de suicide non complété ou de tentative de suicide. Exact. Ça peut paraître comme un détail,
Mais c'est vraiment important parce que c'est vraiment ce que ça l'amène comme notion en arrière-plan. Absolument, absolument. Et ce qu'on entend souvent aussi, justement, c'est il faut parler de suicide. Ça incite les gens à plus passer à l'acte. Est-ce que c'est encore un mythe ou on est rendu ailleurs? C'est un gros mythe sur lequel on a encore à se battre. Encore? Oui. Je suis déçue que tu me dises ça. Mais en fait, ça parle beaucoup de la crainte des gens de parler de suicide. Puis c'est sûr que c'est un des plus gros mythes de la prévention du suicide, puis il est établi depuis tellement longtemps que c'est encore difficile à casser. Puis des fois, c'est un travail sur lequel on a à taper sur le clou vraiment longtemps, surtout dans des contextes, par exemple, je pense entre autres au milieu scolaire où c'est encore très présent, de ne pas parler de suicide, de prévention du suicide aux enfants, aux adolescents. Fait que ça, c'est encore un milieu, entre autres, là, où on a beaucoup à taper sur le clou là, de ce mythe-là. Puis c'est le plus gros mythe parce que, en tant que tel, ce que ça a comme impact de faire de la prévention du suicide puis de parler de suicide, c'est d'ouvrir la porte à demander de l'aide. C'est ce qu'on fait dans nos présentations, quand on va faire des kiosques, quand on va faire des ateliers dans différentes clientèles. Ce qu'on dit aux gens, c'est il y a des services qui sont là, puis t'es pas tout seul à vivre la détresse, puis t'es pas obligé d'être tout seul pour la gérer non plus. Fait que ça l'ouvre la porte à demander de l'aide, ça enlève un poids sur les épaules aussi. Puis il faut faire une distinction aussi entre parler de suicide et parler de suicide de la bonne façon. On a aussi entendu souvent dans les médias, je travaille beaucoup avec différentes plateformes médiatiques dans la région, télé, journaux, radio, puis des fois on me dit « Mais Mélanie, il n'y a pas si longtemps, on pouvait même pas parler de ça à radio. » C'est pas qu'on peut pas en parler, c'est qu'il faut en parler de la bonne façon, il ne faut pas faire de sensationnalisme, il ne faut pas parler des moyens utilisés, il faut y aller en termes de prévention. À partir du moment où l'objectif derrière, c'est de faire de la prévention et de sensibiliser les gens, et non pas de moraliser, de culpabiliser ou de taper sa tête des gens qui restent, des endeuillés, c'est correct de parler de prévention du suicide. Puis quand on dit parler du suicide donne l'idée, je vous dirais qu'à être une trentaine d'employés à travailler en prévention du suicide 24 heures sur 24, si parler de suicide donnait l'idée, on serait un petit peu mal pris, là. Mais c'est de faire de la prévention du suicide. Puis prévenir le suicide, c'est travailler dans l'espoir. C'est super important pour nous de briser ce mythe-là. En fait, des fois, ce que je remarque, par exemple, c'est que c'est comme ouvrir une boîte de Pandore. Fait que des fois, il y a des gens, on dirait que c'est comme c'est confrontant, c'est difficile. Surtout quand tu es proche, en fait, de cette personne-là. C'est comme, qu'est-ce que je vais faire avec cette confidence-là? Ça peut faire peur, ça peut être inquiétant. Puis si tu n'as pas les connaissances toutes là-dessus, ça se peut que tu sais quoi, j'aime mieux pas le savoir. C'est terrible, mais ça reste que... L'humain se protège. Voilà, c'est ça. Fait que c'est pour ça que quand on dit il n'y a pas de mauvaises intentions en arrière nécessairement, du moins, on va le croire, mais c'est à la limite juste d'avoir laissé la place à la personne de nommer, de parler, puis t'es pas responsable des choix de la personne. Non. Mais de pouvoir référer à la limite, après ça, si la personne ne souhaite pas faire ses propres démarches, c'est une partie qui nous appartient pas, même comme proche. Puis, nous, ce qu'on dit souvent aux proches comme aux personnes en deuil, c'est que l'importance de ne pas rester seul avec ça, mais l'importance de poser la question, l'importance d'aborder le sujet, même si ça fait peur, reste que comme proche, puis là, quand je dis proche, j'englobe pas toutes les tierces personnes, là, mais comme proche, par exemple, c'est mon conjoint, ma conjointe, c'est ma meilleure amie, c'est mon parent. On n'est pas la meilleure personne pour non plus nécessairement intervenir auprès de cette personne-là, qu'on soit un professionnel en intervention ou non, au sens où là, c'est l'émotif, on a peur, on ne veut pas perdre cette personne-là, puis des fois, ça devient maladroit. Puis c'est pour ça que... Ta job, c'est d'être son chum ou sa blonde ou sa mère, c'est pas d'être son intervenant. Exact. Fait que, nous, ce qu'on dit aux gens, c'est, dans le cas de doute, tu poses la question. Si tu n'es pas à l'aise de poser la question, tu peux déjà nous appeler en partant, en se disant, je pense que mon conjoint ou ma conjointe vit peut-être de la détresse, je ne suis pas à l'aise d'aborder le sujet. Comment? On peut intervenir. Ou comment? Je présume que vous pouvez... on peut conseiller les gens, mais c'est important d'ouvrir la porte quand même parce que reste que la problématique du suicide, c'est une problématique qui est collective, malgré que c'est un geste qui est très individuel. On a tout notre rôle à jouer à la hauteur de ce qu'on est capable de jouer. J'abonde. Oui, puis au-delà de ça,
En cas de doute, on appelle un 866 appel. Puis, tu sais, les gens sont peu au courant là, de qu'est-ce qu'on peut faire sur cette ligne-là. Mais avec l'accord d'un proche ou d'une tierce personne, on peut même appeler la personne en détresse. Tu sais, si moi, par exemple, comme conjoint, je suis pas à l'aise qu'on appelle mon conjoint qui vit de la détresse, je suis pas à l'aise d'intervenir auprès de mon conjoint qui vit de la détresse, de poser la question, ben je peux dire au centre de prévention du suicide, ben moi, je suis pas à l'aise, mais j'aimerais ça que vous l'appeliez. Fait que même si la demande initiale ne provient pas de la personne en détresse, il y a quelque chose à faire. Là. Nous, on peut aller tendre la main puis dire, ben, le centre de prévention, on est là. Ta conjointe nous a téléphoné, t'inquiète pour toi, est-ce que tu acceptes de nous parler? Puis pour vrai, dans 100% des situations où moi j'ai eu à faire cet appel-là auprès d'une personne en détresse à la demande d'un tiers, ben la personne était soulagée d'avoir cette aide. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas dans toutes les... tu sais, souvent, en fait, en santé mentale, dans les services, la personne qui souffre doit être le demandeur tu sais, initial, ou en tout cas, tu sais, on peut pas faire s'appeler à ta place, tu sais, ou... Fait que là, ça, je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, qu'on peut... si tu as des questions, des doutes, ils peuvent faire une intervention auprès de la personne si vous êtes d'accord. Parce que des fois, la personne elle peut avoir peur de ne pas perdre mon lien, je veux pas que ça fâche après moi, ou tu sais, comme je peux avoir des inquiétudes associées à ma relation. On rassure aussi la personne en ce sens-là. On l'informe aussi, tu sais, de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Puis au-delà de ça, tu sais, l'aspect de j'ai peur qu'il soit fâché, ça revient souvent. Ben oui. Chez les proches, en même temps, on aime mieux qu'il soit fâché peut-être pendant 15 minutes. Oui, c'est ça, exactement. Ça, que la personne accepte d'avoir de l'aide. Donc oui, c'est rare qu'on peut avoir l'aspect d'un organisme communautaire ou d'une organisation en santé, services sociaux qui va vers la clientèle. Oui, c'est ça. Mais en prévention du suicide, c'est essentiel. C'est ce que je me dis. C'est essentiel parce que, évidemment, c'est un sujet qui fait peur. Pour les proches, pour les tierces personnes. Est-ce que c'est partout au Québec, sans le fond, que vous avez cette possibilité de faire ça, ou c'est vraiment quelque chose qui est plus spécifique à chez nous? Je ne saurais pas dire en tant que tel, parce que, tu sais, au niveau de toutes les procédures politiques, je sais pas, mais je sais que les centres de prévention du suicide avec qui on travaille le plus étroitement, oui, ils font la même chose sur la ligne 866 appel. Mélanie, ma question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce qu'on dit quand tu dis qu'il faut qu'on le demande, il faut qu'on pose la question? Qu'est-ce que je dis à la personne? Est-ce que tu as des idées suicidaires? Faut pas passer par 4 chemins. C'est ça. Parce que plus on tourne autour du pot, des idées noires, des idées sombres. Plus on est flou, plus la réponse va être floue. Si je demande à quelqu'un justement, est-ce que tu as des idées noires? Des idées noires, là, dans sa définition même, ce n'est pas le fait de penser à s'enlever la vie. Non. C'est j'ai envie d'être chez nous tout seul dans le noir. J'ai pas envie de parler à personne. Je suis peut-être, oui, en détresse, mais ça veut pas dire que je pense à m'enlever la vie. Parce qu'on peut même faire le lien avec tout l'aspect de la dépression versus les idées suicidaires. C'est pas toutes les personnes en dépression qui vont se rendre à avoir des idées suicidaires. Absolument. La meilleure façon, ce sera toujours d'aborder le sujet directement, de dire les vrais mots, puis de pas hésiter. Puis, on peut commencer tranquillement la conversation. Là. On n'arrive pas... Bon matin, Cynthia, je t'inquiète pour toi aujourd'hui. As-tu des idées suicidaires, coudonc? On va englober un petit peu, là, c'est ça. On va englober un petit peu. Mais tu sais, à partir du moment où on le fait dans la bienveillance, puis on est comme, hey, là, je m'inquiète pour toi, là. Ce que tu me dis, ça m'inquiète, ou je trouve que ces temps-ci, t'as l'air plus fatigué, t'es pas comme d'habitude, ça m'inquiète. T'es-tu en détresse? As-tu des idées suicidaires? Quand c'est posé de façon bienveillante, pas accusatrice, pas moralisatrice, la personne, elle va nous dire la vérité. Puis, ça va amener une possibilité pour lui offrir de l'aide, finalement. Je veux qu'on parle des enfants. Oui. Ça existe, le suicide chez les enfants. Est-ce que tu dirais qu'il y en a... Est-ce qu'il y en a plus? Bien, au niveau des enfants, en fait, là, c'est sûr que si on fait la distinction enfant-adolescent, si on fait 12 ans et moins, c'est clairement pas les statistiques les plus élevées. Par contre, il y a de la détresse beaucoup chez les enfants, beaucoup d'anxiété qui est là aussi. On parle beaucoup d'anxiété de performance de plus en plus jeune maintenant aussi, ce qui peut engendrer de la détresse. Dépendamment de l'âge des enfants, déjà en partant, ils n'ont pas toute la même compréhension. Non, qu'est-ce que c'est la mort. Exact. Dépendamment à qu'est-ce qu'ils sont confrontés quand dans leur vie. Mon enfant de 7-8 ans, mettons, qui me dit « je veux mourir ». Ben, en fait, qu'est-ce que je fais comme parent? C'est important de le prendre au sérieux tout le temps, même si ça fait... Puis ça vaut, peu importe l'âge, là, même si ça fait 20 fois
que la personne crie au loup, il faut toujours prendre au sérieux. Ça, c'est super important parce que l'enfant, il la vit, la détresse. S'il la nomme, c'est qu'il la vit. C'est ça. Puis, ça veut pas dire qu'il veut mourir nécessairement. Ça veut dire qu'il est en train de... C'est ça, il est en train de nommer qu'il va comme pas bien. Parce que ça, on l'entend des fois beaucoup avec des fois soit des intervenants ou bien des fois des parents avec les adolescents, ils manipulent. À peu. Oui, bien, puis c'est ça, on l'entend même au niveau des adultes aussi. Puis, tu sais, il n'y a pas personne qui vit pas de détresse qui va se dire « m'a manipulé avec cette idée-là aujourd'hui. Comme ça, je vais avoir ce que je veux. » Derrière ça se cache un besoin, derrière ça se cache une certaine détresse à un certain niveau. Puis là où ça peut être un enjeu par rapport aux enfants, quand ils nomment qui veulent mourir, qui vivent la détresse, c'est que justement, dépendamment de leur compréhension de la mort, tu sais, si on pense à des enfants de 5, 6, 7 ans, ils n'ont pas nécessairement la compréhension que c'est une finalité. Hein, fait non, c'est ça, tu vas revenir. Surtout dans les films, ils reviennent tout le temps. Un enfant de 5 ans qui se dit... Je veux mourir parce que là, je me suis fait chicaner puis je suis en punition. C'est ça. Je vais sortir dehors, je vais aller me tirer devant une auto, puis là, je vais mourir, je vais revenir, maman, elle va être triste, fait que là, elle me chicanera plus. C'est ça dans sa tête. C'est leur immaturité, c'est leur immaturité cognitive, cérébrale, émotionnelle. Oui, fait que tu sais, ça diminue pas le risque de se dire, c'est un enfant, il se rendra pas là. Non. Peut-être qu'il n'utilisera simplement pas des moyens que les adultes utiliseraient par principe de proximité de certains moyens. Là. Mais est-ce que, par exemple, comme parent, tu sais, comme d'entrée de jeu, tu sais, mettons, on va prendre qui s'est fait chicaner, là, t'es fâché après maman parce que je t'ai chicané, tout ça. Est-ce que tu proposerais aux parents d'expliquer, en fait, justement, tu sais, que, tu sais, si tu te mets en face d'un auto, ben, tu pourras pas revenir. Est-ce que tu irais là ou on va pas là ou pas? Ben, je dirais oui et non, mais encore là, ça dépend de l'âge de l'enfant parce que même si on lui explique, on peut l'expliquer, mais en même temps, la maturité ne sera pas là. Non, c'est ça. Nous, ce qu'on fait beaucoup en intervention avec les enfants, autant au niveau de la détresse des suicidaires que des enfants qui sont en deuil à la suite d'un suicide, c'est de partir de leurs questions puis partir de leur compréhension. Ouais. Quand tu dis à maman là, que tu veux mourir, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ça. Qu'est-ce que tu penses? Là? Qu'est-ce que tu ferais quand tu dis ça? Explique-moi-le. Ils vont l'expliquer dans leurs mots. Puis, tu sais, des fois, ça va être, je veux mourir, je vais aller me coucher dans mon lit, puis me réveiller juste quand tu seras plus fâché. OK. Ben, je vais aller rejoindre grand-père. Je vais aller rejoindre grand-père. Mon grand-père est décédé. Fait que là, OK, mais là, quand. On s'ennuie, dans le fond, peut-être. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est d'aller plus vers leurs questions, puis vers leur compréhension, puis de les faire nommer, ces choses-là. Puis, tu sais, oui, de valider le fait que, bon, tu sais, est-ce que tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? De mourir. C'est quoi pour toi mourir? Fait qu'on va partir tranquillement de des questions comme ça. Puis on le fait vieillir, mettons, puis on est rendu plus à l'adolescence. Là, tu l'adresserais comment à ce moment-là? À partir de 12 ans, normalement, le concept de la mort est complet. Oui, absolument. Nous, là, la façon qu'on intervient auprès d'un jeune en détresse, entre autres, si on parle des formations, nous, on donne la formation qui s'adresse aux intervenants psychosociaux qui font de l'estimation du danger. Nous, c'est une formation qui est 14 ans et plus. Je vous dirais que si on parle de 12-13 ans, il n'y a pas tellement de différence. Puis nous, 14 ans et plus, même si à 14 ans, tu es un adolescent, on intervient de la même façon qu'un adulte. C'est simplement qu'on s'adapte à la personne. Parce que quand on intervient auprès d'une personne suicidaire, peu importe son âge, on part d'elle. C'est elle l'experte de sa situation. C'est elle qui sait qu'est-ce qu'elle vit, comment elle se sent. Fait que, nous, notre travail, c'est d'aller explorer c'est quoi les facteurs de risque puis les facteurs de protection de cette personne-là, puis de travailler l'espoir avec elle. Fait qu'elle soit adolescente, adulte, aînée, on travaille de la même façon. Fait que, c'est sûr qu'à partir de 12 ans, le concept de la mort est pas mal complet, la compréhension de qu'est-ce que c'est, le suicide est complet. Puis, c'est beaucoup à l'adolescence qu'on va entendre là, l'aspect de la manipulation et tout ça, mais à l'adolescence, là, la détresse, elle est exacerbée. C'est ça, c'est intense, c'est les premières expériences, la première détresse, la première rupture amoureuse. On s'en rappelle toute, notre première peine d'amour. Là, à l'adolescence, on n'aimera plus jamais, puis c'est la fin du monde. Puis, tellement. Dans nos yeux d'adultes, c'est comme, hey, il y en aura d'autres. Mais c'est tellement réducteur. Mais eux, ils ne voient pas ça comme ça. Eux, ils s'en sortiront pas. Non, exact. Il ne faut pas minimiser cette peine-là, cette détresse-là. Il faut la prendre au sérieux, puis il faut intervenir. Donc, tu es en train de nous dire, parce qu'on approche déjà de la fin, je peux pas croire, mon Dieu, je parlerai avec toi pendant des heures. Accueillir l'émotion qui est en arrière de ces mots-là qui peuvent faire peur, parce que des fois, en plus, les ados peuvent être très crus dans leur manière d'adresser les choses. Aussi. Ou complètement à l'inverse, très effacés. On pense que ça sort donc bien fort, mais il y en a pour qui que
on est de plus en plus isolés, je ne le reconnais pas. Ouais. Puis je pourrais aller poser justement la question à ce moment-là. Puis, oui, à partir du moment où on s'inquiète, là. Puis tu sais, là, on n'a pas nécessairement le temps d'aborder les signes précurseurs et tout ça. Là. J'invite vraiment les gens à aller sur notre site web www.cps02.org. On retrouve vraiment les signes précurseurs au suicide. Si j'ai des idées suicidaires, qu'est-ce que je fais? Si je suis un proche, qu'est-ce que je fais? Si je suis un endeuillé, qu'est-ce que je fais? Puis d'utiliser nos services à ce niveau-là parce que, dépendamment justement qu'on soit un enfant, un adulte, un adolescent, les signes sont différents. Puis à partir du moment où on a un signe qui nous inquiète, à partir du moment où on se dit « il n'est pas comme d'habitude », puis comme parent ou comme enseignant ou comme proche, je me questionne, ben c'est de la prévention. Absolument. On n'attend pas d'avoir un accident de voiture avant de s'attacher. Non. Tu sais, on le sait que c'est important parce qu'il y a eu de la prévention. On le sait qu'il faut s'attacher pour éviter d'avoir des accidents puis que s'il y a quelque chose, c'est la même chose. Il n'est jamais trop tôt pour prévenir. On n'est pas obligé d'attendre que la personne nous dise verbalement « ça va vraiment pas, je pense, à mourir » pour prévenir le suicide. Puis ça vaut dans toutes les problématiques. Si on parle de la consommation, on parle des accidents de voiture, ça vaut dans tout. La prévention du suicide, on est en amont, on s'inquiète. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un. Il n'est pas obligé là, de démontrer des signes. Là. Un jeune qui vit un échec scolaire, puis qu'en même temps, ses parents se séparent, puis qui vient de vivre sa première peine d'amour, tabarouette, ton lot, mon chum. Il y a beaucoup de facteurs de risque. Comment ça va aujourd'hui? Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on fait de la prévention. Mélanie, on n'a pas eu le temps d'aborder tout ce qu'on voulait aborder, mais en même temps, on a abordé, je pense, effectivement, les grandes pierres angulaires essentielles. N'hésitez pas à appeler au 1-866-APPEL. Ouais. En parler ne va pas donner l'idée ou inciter. On n'est pas du tout là-dedans. Selon moi, c'est comme... si on repart avec ça, là, on repart avec beaucoup. Oui, vraiment. Ça sera fabuleux. Mélanie, je te remercie tellement. On peut retrouver effectivement, tu as déjà donné le site internet CPS02 à travers le Québec. La ligne est disponible. C'est une possibilité. Ne vous gênez pas. Puis je pense qu'il va falloir que je te réinvite. Hey, avec plaisir. Je vous remercie à tous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV. Merci d'avoir été avec moi. Si c'est possible pour toi, mets des étoiles, suis le podcast. C'est une façon de faire connaître le balado et c'est vraiment pour moi ma paye. Si de ton côté, tu as envie d'aller plus loin dans les sujets qu'on aborde dans mon balado, sache que j'offre des webinaires et des formations qui sont disponibles en ligne sur girardcynthia.com et tu as aussi une vaste d'outils gratuits. Alors, tu peux te rendre, explorer le tout et peut-être que tu vas avoir réponse à tes besoins. À bientôt!